Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venu ce matin pour m'écouter. Je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer la carte. Elle deviendra de plus en plus évidente au cours du cours. Il y a deux notions que je n'ai pas utilisées dans mon titre. L'une d'elles, c'est évolution. Et ce n'est pas une métaphore. J'utilise évolution comme on l'utilise en biologie. Ça signifie changement. Quand les choses avancent d'une phase à une autre phase de leur vie, et avec des changements, on parle d'évolution. Et la petite complication, c'est que je vais parler d'évolution différentielle. C'est que la même espèce peut évoluer de façon différente d'un environnement à un autre environnement. Et comme je viens de citer la notion d'environnement, le terme que j'utilise comme en biologie, c'est l'écologie, originellement interprété comme habitat. Et là aussi, je voudrais clarifier les choses, que quand on traite les langues humaines comme des espèces comparables à d'autres espèces en biologie, de préférence avec les virus, parce que je vais parler de transmission horizontale, il faut faire une distinction entre l'écologie directe et l'écologie indirecte. Et l'écologie directe, dans le cas des langues, c'est l'anatomie humaine et c'est aussi l'esprit humain. Et c'est que quand nous apprenons une langue, nous la transformons en même temps. Et chacun réécrit la langue à sa façon. C'est comme ça que nous parlons d'idiolecte en linguistique. C'est que chacun a plus ou moins sa petite langue personnelle. Et quand on regroupe les idiolectes, on peut alors parler d'une langue communautaire. Et à ce moment-là, la langue est comparable à une espèce. Et ce qui est compliqué, c'est que ce sont les actions des individus qui s'accumulent et qui convergent dans beaucoup de cas, mais qui peuvent diverger. Et c'est comme ça qu'on peut parler de la différenciation, par exemple, du latin en plusieurs variétés néo-latines en Gaule ou en Europe du sud-ouest occidental. Et puis, si les individus se déplacent, évidemment, ils s'adaptent à de nouveaux milieux et les adaptations influencent aussi leur façon de parler et des décisions qu'on prend. Et là, je vais expliquer ça. Et l'écologie indirecte, c'est l'environnement dans lequel nous, les humains habitons. Nous devons chercher du travail, nous cherchons des bons climats, nous nous avançons nous nous engageons dans des entreprises économiques, industrielles et tout. Et toutes ces activités, en fait, d'une façon ou d'une autre, influencent la façon dont nous parlons et les décisions que nous faisons en termes de parler la langue 1 ou la langue 2 ou la langue 3 et le fait d'accumuler, pour certaines personnes, le fait d'accumuler plusieurs langues à la fois. Et quand les langues entrent en contact, ce contact prend beaucoup de sens si on y pense à la façon dont nous situons les différentes langues à côté l'une de l'autre dans notre esprit. Et ça, ce n'est pas une chose facile à expliquer. Et là, on découvre que les langues n'ont pas vraiment de frontières, qu'elles se recouvrent partiellement, et c'est comme ça qu'on peut parler des influences dites substratiques ou adstratiques, selon la situation politique et historique. Et les langues celtiques, par exemple, ont influencé le latin, ou la langue francique a aussi influencé le latin en Gaule, ce qui fait qu'on parle le français. Mais quand on considère les différences entre les langues celtiques, on peut aussi comprendre pourquoi il y a eu plusieurs français régionaux ou plusieurs dialectes du français en France. Et
qu'est-ce que l'approche écologique implique à l'histoire d'une langue? J'ai en partie parlé de ça déjà, mais on doit pouvoir souligner qu'une langue, en tant que système, comme les linguistes le disent, on peut remettre ça en question, mais aussi en tant que pratique culturelle, n'existe pas indépendamment de ses locuteurs ou locutrices. Et en fait, ce qui est intéressant, nous apprenons les langues, mais nous les restructurons en même temps, sans nous en rendre compte. C'est aussi restituer le locuteur et les locutrices dans les structures socio-économiques dans lesquelles il ou elle fonctionne. C'est rendre évident le fait que l'économie entendue comme gestion des ressources, dont les langues, influence les choix que les locuteurs ou locutrices font dans leur vie quotidienne. Et d'une façon ou d'une autre, je suis ici devant vous, j'ai choisi de parler français plutôt qu'anglais, plutôt que ma langue maternelle kiansi, parce que les conditions m'obligent de fonctionner plus efficacement en français pour être compris, plutôt qu'en kiansi, que personne ne comprendrait, ou plutôt que l'anglais, où je serais peut-être beaucoup plus compétent, mais je pourrais ne pas être bien compris par certains d'entre vous sans sous-estimer votre compétence en anglais. L'histoire est en partie le produit de l'accumulation successive de ces choix et de leurs conséquences, et dans le cas de la colonisation, de la façon dont la colonisation peut créer une structure sociale nouvelle, et dans cette structure sociale nouvelle, nous devons nous adapter. On ne s'adapte pas de la même façon aux Français en France qu'en Afrique, pour des raisons qui deviendront plus évidentes plus tard quand je vais parler. Et une langue, on dit voyage ou se déplace avec ses locuteurs. On a souvent l'impression aujourd'hui qu'une langue peut voyager toute seule à travers les médias, mais la façon traditionnelle, c'est dans les interactions qu'on a avec d'autres individus, et c'est comme ça que la langue se transmet d'un individu à l'autre. Et aussi, parce que les individus voyagent, ce sont les individus qui parlent une langue qui amènent leur langue au contact d'autres langues. Et là, les individus interagissent avec une nouvelle population, et cette nouvelle population exerce aussi une certaine influence sur la langue que les voyageurs ont amenée, les migrants. Et donc, c'est à partir de cette perspective que j'entends déconstruire, dans le sens de Jacques Derrida, l'histoire du français telle qu'elle est racontée par le vainqueur. Et pour moi, le vainqueur, c'est surtout les colonisateurs. Dans l'Empire romain, c'était les Romains. Et dans l'Empire français, ce sont les Français surtout. Et moi, venant d'une ancienne colonie, je raconte l'histoire telle que je l'interprète. Et je peux prétendre être un peu de l'extérieur parce que depuis 40 ans, je vis aux États-Unis et je vois les choses d'une perspective différente aussi. Donc, c'est ma perspective que je vais présenter. Alors, pour ceux qui étaient ici la semaine dernière, je recommence avec la même carte de la dispersion de la population indo-européenne, surtout les Européens occidentaux, mais aussi la Russie, à la conquête du monde. Et tout en se déplaçant, ils ont amené avec eux leur langue. Et dans beaucoup de cas, ces langues ont été adoptées dans les colonies. Et alors, quand on voit comment les langues se sont développées dans les colonies, elles ont effectivement évolué, elles sont devenues des sous-espèces différentes. Et là, on va parler d'évolution différentielle. Et
mon défi ici, c'est d'expliquer pourquoi l'évolution est différentielle. Et pour ça, pour mieux comprendre ça, il faut comparer les langues non pas aux espèces animales, il faut comparer les langues aux virus. Et quand nous parlons de transmission de langue, en fait, transmission, c'est un peu inadéquat. Il faut parler parce que la langue se transmet par l'effort que les individus font pour apprendre la langue de l'autre ou la langue de ses parents. Et quand on est paresseux, on ne l'apprend pas, on ne l'acquiert pas. Il faut vraiment travailler, mais d'une façon un peu inconsciente. Et nous l'apprenons de façon naturelle, par inférence. Je suis choqué quand je lis les publications sur la langue française et les gens parlent toujours du rôle de l'école. Surtout si on situe les Français en France, les locuteurs natifs ou les locuteurs d'héritage, l'école essaie de les coloniser pour parler d'une certaine façon ou pour écrire d'une certaine façon, mais apprendre à parler la langue française comme un vernaculaire en France, si vous faites attention, il n'y a pas de parents qui disent à leurs enfants, maintenant c'est le cours de langue, venez, on va vous apprendre à parler la langue. C'est par les interactions que les enfants aiment faire, comment il faut parler. Personne ne leur dit comment il faut manipuler les organes de la langue, qui sont là-bas particulièrement pour mastiquer, mais on fait ce qu'on appelle exaptation pour les utiliser pour parler et tout ça. Et personne ne dit à un enfant, voilà, homme, c'est un nom, tandis que malade, c'est un adjectif. Et 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, on voit que l'enfant parle comme les autres, mais c'est une ressemblance à la Wittgenstein, ressemblance familiale, ce n'est pas identité. Parce que l'enfant ne reproduit pas la façon de parler de sa mère, ni la façon de parler de son père, ni même la façon de parler de son sibling supérieur, plus âgé. Okay. Et ce sont les choses dont on doit tenir compte. Alors, pour rendre cette carte plus concrète, elle ne reproduit pas exactement les territoires français représentés dans la carte intérieure. Par exemple, ici, la Nouvelle-France est très grande, tandis que dans cette carte ici, j'étais paresseux, j'ai seulement utilisé des points. Okay. Mais on peut connecter le Québec à la Louisiane et on a une idée de la Nouvelle-France. Et ici, dans les îles des Antilles, il y a surtout des créoles, il y a aussi des variétés françaises, celle qu'à Saint-Barth. Mais c'est une variété différente de celle du Québec. Et on doit se demander pourquoi. Et surtout qu'au Québec, il n'y avait pas d'esclaves. Tandis qu'en Saint-Martin, les esclaves sont arrivés un peu plus tard qu'en Guadeloupe et à la Martinique. Et pourtant, si on compare le français de Saint-Barth au créole qui est parlé aujourd'hui à Saint-Barth, on trouve certaines ressemblances. Et il y a des ressemblances entre le créole de Saint-Barth et le créole de la Guadeloupe et le créole de la Martinique, et ainsi de suite. Et on parlera suffisamment du créole haïtien. Ce sont des choses qu'on doit se représenter. Malheureusement, comme toujours, je n'entrerai pas dans beaucoup de détails, mais on doit pouvoir expliquer pourquoi le français en Afrique n'est pas comme le français parlé aux Antilles et n'est pas comme le français parlé au Québec ou par certains Louisianais, les Louisianais créoles, blancs, qui parlent un français qui se ressemble d'une certaine façon aux créoles louisianais, mais les Blancs ne veulent pas les confondre pour d'autres raisons politiques. Et que dans cette partie du monde, la langue française s'est transmise surtout par l'immersion, la transmission d'un locuteur à l'autre, alors qu'ici, l'école a joué vraiment un rôle important pour la diffusion de la langue française.
Et pourquoi cette différence? Je vais aussi essayer de l'expliquer. OK. Nous devons faire une distinction entre types de colonies. Il faut d'une part reconnaître les colonies de population, telles qu'aux Amériques et aux Antilles, telles qu'aux îles de l'océan Indien, d'une part, et puis les colonies d'exploitation qu'on trouve surtout en Afrique et en Asie, dans la mesure où on peut considérer l'Indochine comme étant, à un moment très bref, une colonie française. Okay. Et ce qu'on trouve, mais le tout commence par le modèle de traite. Pourquoi j'insiste sur la colonisation de traite? Parce qu'au XVe siècle, au départ, comme je l'avais dit la semaine dernière, les grandes puissances européennes occidentales qui se sont lancées dans la colonisation, c'était les Portugais et Castille. Le Portugal et Castille. Pourquoi? Le Portugal était bien avancé, même avant Castille, dans l'industrie maritime. Tandis que Castille a dû engager Christophe Colomb, qui venait de Venise, pour son entreprise. Et Castille était en fait, comme on dit en anglais, un territoire qui est landlocked, sans accès à la mer. Okay. Et quand on voit l'histoire de l'Espagne, en fait, la situation de Castille varie d'un siècle à l'autre. D'abord, c'est au nord, et puis c'est au centre, et finalement, ça descend vers la mer avec un petit corridor. Et là, on voit ça. Et puis, pourquoi? Parce que les papes qui sont intervenus pour diviser le monde entre la partie du Portugal, qui est à l'est, et la partie de Castille, qui est à gauche, les Castiliens ont préféré la colonisation de peuplement, et ils se sont engagés dans ce qu'on appelle animal husbandry, l'élevage, mais ils se sont aussi engagés à l'exploitation des mines, surtout l'or. Tandis que les Portugais, ils ont choisi une sorte de colonisation différente des traites. Les Portugais sont devenus très riches en ce moment-là. Si on voyage au Portugal, on observe les vestiges. On sait que le Portugal avait bien profité de cette colonisation. Et en conséquence, le portugais s'est imposé comme la lingua franca de traite, la lingua franca de négoce. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que le portugais est remplacé par des langues telles que le français ou l'anglais ou le néerlandais, mais le néerlandais d'une façon très limitée parce que les néerlandais sont plus disposés à adopter une autre langue qui fonctionne pour faire leur commerce. Ils ont utilisé le portugais, mais après ils ont aussi utilisé le malais en Asie. Okay. Mais ce qui arrive aussi, c'est que, comme j'ai essayé de l'expliquer la semaine dernière, il y a des colonies qui ne sont que côtières. Et les marchands, en fait, les représentants des compagnies maritimes européennes sont à la côte et établissent des comptoirs. Et dans ces comptoirs, ils vivent avec des populations autochtones et dans des relations assez intimes parce qu'on voit des unions entre les femmes autochtones et les colons qui sont là pour des raisons tout à fait pratiques parce que pour une moitié de l'année, la navigation se faisait dans une direction, mais pour une autre moitié de l'année, selon les vents, la navigation allait dans l'autre direction. Et pendant tout ce temps, comme les Européens ne pouvaient pas aller à l'intérieur. Une des raisons, c'est la malaria qui était une grande barrière, mais l'autre raison, ce sont les institutions autochtones qui ne voulaient pas qu'ils s'aventurent à l'intérieur. Ils sont restés à la côte. Mais pendant ce temps,
on s'occupe autrement, et ils ne pouvaient pas cultiver la nourriture non plus, ils dépendaient des autochtones, et ils ont fait des enfants. Okay. Et puis, ces enfants, on les a bien traités, ils ont appris les langues de leurs parents, mais certains allaient même en Europe quand les parents étaient dans une position plus, moins pauvre, souffraient de moins de déprivation. Et alors, les enfants sont allés en Europe et ils ont appris la langue des parents. Et comme ça, on voit émerger cette classe de métis, mais aussi une classe d'intermédiaires dans l'aventure coloniale. Okay. Il y a donc aussi le fait que le reste de la population autochtone est un peu indifférente à cette langue introduite par les Européens. Et si vous mettez les choses en perspective, ils ont bien raison de se méfier des Européens parce que leur entrée en Afrique dérange l'ordre normal des choses. Le commerce esclavagiste devient plus intense et beaucoup de gens se sentent mieux protégés en restant loin des Européens qu'en allant près des Européens. Okay. Ce sont des raisons importantes. Et plus tard, je vais vous dire, écoutez, même la colonisation d'exploitation en Afrique à partir du 19e siècle, de la seconde moitié du 19e siècle, a eu lieu à travers les intermédiaires, parce que la plupart des agents coloniaux n'avaient pas de contact direct avec les populations autochtones. Okay. C'est pour ça que plus tard aussi, je vous dirai, le français est une langue minoritaire en Afrique. Okay. Mais alors, ce qui a aussi facilité les premiers contacts, c'est qu'on doit se rappeler qu'au moment où commencent les explorations européennes au XVe siècle, c'était aussi la fin de la Reconquista en Ibérie. Et la Reconquista visait les Juifs, visait les Arabes, et beaucoup de ces gens, ils ont fui l'Afrique et l'Europe, et certains se sont retrouvés en Afrique par les mêmes navires d'exploration. Et on les retrouve aussi au Brésil, au début du XVIe siècle. Et au Brésil, on les appelle des lingua. C'est relié aux linguistes, au terme linguiste, et c'est interprète, c'est leur rôle. Et ces gens, parce qu'ils sont allés en Afrique, en ce moment, l'Afrique n'était pas... On ne pouvait pas parler de l'Afrique comme pays sous-développé et comme continent sous-développé, comme territoire sous-développé, parce que l'Europe elle-même n'était pas beaucoup plus avancée que l'Afrique en termes de développement matériel. Toute l'opulence de l'Europe, c'est grâce à la colonisation. La plupart des choses ont été construites pendant la colonisation, c'est ce qui a fait la différence entre l'Europe et l'Afrique en particulier. On doit tenir compte de tout ça. Donc, ces gens qui se sont exilés de l'Ibérie, ils sont allés chercher refuge auprès des rois africains. Et eux, ils étaient les premiers à former des unions avec les femmes africaines. Et eux, ils ont appris les langues africaines par immersion. Et eux, ils ont fonctionné comme les premiers interprètes des Européens travaillant au service des rois africains. C'est très intéressant dans l'histoire de la langue. Alors, quand les Français arrivent, ils suivent le modèle. Et à chaque fois qu'ils sont à la côte pendant une longue période de temps, ils apprennent un peu les langues indigènes aussi, parce que pour leur propre protection, ça aide de savoir ce que les gens parmi lesquels vous restez parlent comme langue. Oui. Okay. Et dans les relations entre Africains, disons les représentants des compagnies maritimes européennes ou des compagnies commerciales européennes, leurs représentants et les administrateurs, les dirigeants africains ou leurs représentants, c'était en termes égalitaires. Okay. C'est à partir du milieu du 19e siècle que les choses changent et que les Européens ont le dessus sur les dirigeants africains
et transforme les colonies de traite en colonies d'exploitation. Alors, ce que nous voyons aussi, c'est que, et ça, c'est les comptoirs, c'est Gorée, Elmina et Ouida, il y en a plusieurs le long de la côte de l'Afrique, le long de la côte asiatique jusqu'en Chine. Sont des villes spéciales et ce sont des antécédents de villes modernes cosmopolites. Quand on lit l'histoire telle qu'elle est écrite par les économistes, il y a beaucoup d'insistance sur les relations sociales entre les Européens et les Africains. Et ces comptoirs sont au départ très multilingues. On y entend plusieurs langues européennes. Et là, on se rend compte à quel point on avait besoin des interprètes pour les activités commerciales qui nous intéressent. Donc, dans les colonies de peuplement, c'est tout autre chose. Dans les colonies de peuplement, les Européens ont essayé de reconstruire en dehors de l'Europe de nouvelles Europes. Okay? Mais des Europes qu'ils espéraient être bien meilleures à l'Europe qu'ils laissaient derrière eux, parce que l'Europe, en ce moment-là, aussi traversait une crise économique. Et les colonies, en partie, c'était une sorte de solution pour le chômage en Europe, okay? Ou comme on dit aussi en anglais, les problèmes de welfare, du bien-être des gens. Okay? Et ces colonies de peuplement, on doit les distinguer. Pour ça, il faut faire une distinction entre les colonies de peuplement où les Européens deviendront majoritaires, tels que les États-Unis, tels que le Canada ou le Brésil, et les colonies de peuplement où les non-européens, non-indigènes, dans notre cas surtout l'Afrique, deviennent majoritaires. Ce sont les populations serviles qui deviennent majoritaires écrasantes. Et il y a ségrégation résidentielle. Celle-ci est introduite très tôt dans les colonies de peuplement où la majorité écrasante est africaine. Il n'y a pas de ségrégation ou moins de ségrégation dans les colonies de peuplement où les Européens sont majoritaires. Je dis pas ou moins de ségrégation, c'est qu'en fait, les Européens, entre eux, étaient ségrégés. Quand on étudie l'histoire des États-Unis, notionnellement, les colonies qui deviendront les États-Unis modernes, c'était des colonies anglaises, mais au sein des colonies anglaises, on trouvait des mini-colonies, des petites colonies, par exemple hollandaises ou danoises ou allemandes. Okay? Et dans les territoires qui étaient réclamés par les Anglais, on trouvait aussi des colonies, des petites colonies françaises. Okay? Mais finalement, c'est surtout vers le début du XXe siècle qu'on peut parler de l'Amérique blanche par opposition à l'Amérique noire, parce qu'il y a de nouvelles alliances qui se créent contre d'autres adversaires, par exemple les Hispaniques qui viennent du Sud, ou les Noirs qui veulent de plus en plus d'égalité entre les Blancs et ce genre de choses. Et donc la langue va aussi évoluer de façon différentielle dans toutes ces nouvelles écologies. Et ce qu'on peut remarquer aussi dans les colonies de peuplement, c'est que la plupart des colons et des engagés blancs qui étaient là, et les engagés étaient ceux qui étaient le plus en contact avec les populations serviles, ces gens-là sont surtout patoisants. En fait, le français tel qu'on le parle aujourd'hui, il n'existait pas encore. Mais les gens qui pouvaient se réclamer francophones, ils appartenaient à la classe élite
et surtout des gens qui avaient peu d'interaction directe avec la population servile. Okay. Et ça, c'est très intéressant. Les gens, quand ils parlent de la diffusion du français, ils parlent beaucoup de l'écriture dans les colonies de peuplement. Ça, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens n'avaient pas de littératie. Hein. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'il a émergé dans ces colonies, dans toutes ces colonies de peuplement, de nouvelles variétés populaires de la langue française, telles que le joual au Québec, okay, tel que le français qui est parlé à Saint-Barth, okay. Et tandis que dans les colonies de peuplement où la population servile est devenue une majorité écrasante, et où l'industrie, surtout sucrière, a connu beaucoup de succès, on voit les créoles qui ont émergé. Et dans certains cas, tels que l'île de la Réunion, c'est un créole, on parle aussi du français des petits blancs. Le français des petits blancs et le créole se ressemblent d'une certaine façon. Et ça, c'est aussi quelque chose qui attire beaucoup d'intérêt. D'abord parce que la Réunion est toute une petite île et la topographie est très montagneuse. Les petites colonies sont dispersées et cela peut expliquer pourquoi, par exemple, le créole réunionnais n'est pas aussi divergent du français que le créole mauricien, où il y avait une population africaine plus importante. Alors, les colonies d'exploitation, ça c'est toute une autre histoire. On arrive à la fin du XVIIIe siècle, les Européens se rendent compte qu'il y a beaucoup de profits à tirer de l'Afrique, alors qu'on l'avait plus ou moins négligé seulement pour le commerce. Et en ce moment aussi commence la révolution industrielle. On doit se rappeler beaucoup beaucoup de choses sur l'histoire ici. Et les États-Unis étaient devenus indépendants. Et vers le début du XIXe siècle, Haïti devient indépendant. Et les Européens se rendent compte que les colons, dans les colonies de peuplement, ne veulent plus vraiment travailler au service de la métropole. Les colons veulent leur autonomie. Et alors, il faut trouver la matière première ailleurs, s'assurer le contrôle des matières premières ailleurs, et c'est l'Afrique. Et c'est comme ça que les jeux se jouent pour soustraire les territoires africains de leurs dirigeants autochtones, et pour que les Européens deviennent les dirigeants, les nouveaux dirigeants. Et c'est alors que commence la compétition entre plusieurs nations européennes pour le contrôle de l'Afrique. Et les choses se règlent au Congrès de Berlin en 1884 et 1885. Et on va trouver la nouvelle carte d'Afrique où on peut parler des colonies françaises, des colonies britanniques, des colonies portugaises et ainsi de suite. Okay. Et cette colonisation, elle a lieu surtout par les intermédiaires, les gens qu'on appelait autrefois intermédiaires, maintenant nous les identifions comme auxiliaires coloniaux. Ce sont les indigènes, les autochtones qui travaillent au service de l'administration et du régime colonial. Et ils font l'interface entre la majorité des populations, la majorité écrasante des populations autochtones et les colons ou les colonisateurs. Et quand on voit les villes africaines, on reconnaît très vite les quartiers où les Européens habitaient et les quartiers appelés cités dans le cas de la RDC où les autochtones vivaient. Et puis, il y a des camps militaires au milieu, il y a la cour de golf au milieu, il y a l'hôpital au milieu, des choses comme ça, c'est séparé vraiment topographiquement, et c'est ça où se trouve la barrière. Et il y a des quartiers qui sont parfois conçus pour les auxiliaires coloniaux,
les camps de police et tout ça, et les instituteurs, les infirmiers. Et le monde est très divisé. Il y a une autre forme de ségrégation qui s'installe et qui est beaucoup plus sévère que le genre de ségrégation qu'on trouve dans les colonies de peuplement. Et là, le français se transmet surtout par l'école parce qu'en fait, les Européens n'ont pas vraiment envie de partager leur langue avec tous les Africains. Tout ce qui les intéresse surtout, ce sont les auxiliaires aux coloniaux pour amener à bonne fin l'entreprise coloniale. Et c'est pour ça qu'on insiste sur l'école. Et la plupart des colons qui vont en Afrique maintenant, ce ne sont pas des gens qui sont patoisants, ce sont des gens qui ont été à l'école, ce sont des gens qui savent lire et écrire, et les choses deviennent différentes. Et si on veut vraiment comprendre pourquoi le français d'Afrique est devenu différent, c'est parce que c'est un français scolaire qui a été introduit à l'Afrique et ce n'est pas le français vernaculaire qui a été introduit en Afrique pendant la colonisation d'exploitation. Ce n'est pas la même chose que le français que les métis ont appris dans les comptoirs de commerce. Okay. Et une chose aussi se passe, c'est que depuis les indépendances, d'abord les anciens auxiliaires coloniaux, ce sont eux qui remplacent les colonisateurs. Et du point de vue des structures administratives et politiques, c'est plus ou moins la continuation du régime colonial. Moi, personnellement, je parle d'une colonisation intérieure où les autochtones ont remplacé les Européens, mais ils font vraiment la même chose que les Européens. Et puis, on regarde l'économie, ou bien elle décline, ou bien elle est stagnante, il n'y a pas beaucoup de progrès. Et donc, le moteur économique qui pourrait soutenir la langue française ou la langue anglaise, il est arrêté, en sorte que l'usage du français n'a pas beaucoup de domaines où il doit s'appliquer. Okay. Le français, surtout pour le col blanc, alors que les gens vivent leur vie traditionnelle chez eux, et dans leurs activités traditionnelles, les langues autochtones sont préférables au français. Et là, on doit se demander, nous parlons du français qui est en danger, qui serait en danger en Afrique, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler plutôt du français qui est en arrêt et qui ne continue pas à se répandre en dépit de tous les investissements qui ont été faits à l'école. Okay. Du point de vue d'effort, du point de vue financier, on peut se dire que c'est de l'argent mal utilisé parce qu'on apprend le français pour des gens qui ne s'en servent pas beaucoup dans leur vie personnelle. Okay. Mais le français a aussi été introduit de façon différente dans certaines parties du monde, telles qu'en Afrique du Sud, où les Huguenots, à peu près 200 au XVIIe siècle, sont partis en Afrique du Sud pour cultiver les raisins et produire du vin. Nous aimons beaucoup le vin sud-africain aujourd'hui. Mais seulement les Huguenots, on les a dispersés entre les bourses, les Hollandais qui y étaient pour qu'ils ne deviennent pas trop puissants. Et en une génération, le français qu'ils avaient amené a disparu. Mais parce que les Huguenots étaient aussi des Blancs, ils se sont mélangés avec les Hollandais, les colons hollandais. Donc maintenant, on parle plutôt de la population africanaire en Afrique du Sud, mais parmi les africanaires, on voit beaucoup de noms français. Il y a même une ville, Franschhoek, qui est vraiment l'héritage de cette présence des Huguenots en Afrique du Sud. Et puis plus tard, à partir du... non, je vais sauter quelque chose. Oui. Au XIXe siècle, selon cette carte-là,
les Britanniques se rendent compte qu'ils peuvent utiliser les Mauriciens pour développer la culture de la canne à sucre en Afrique du Sud. Et les Mauriciens qui viennent sont francisants ou créolisants. Okay. Mais alors, là, on voit vraiment l'importance du système économique. Au XIXe siècle, l'Afrique du Sud s'engage aussi dans l'industrie minière. Et l'industrie minière produit plus d'argent que le sucre. Et beaucoup de Mauriciens qui arrivent, ils vont aussi chercher surtout les Indiens qui sont arrivés de Maurice. Et ils s'aventurent aussi, ils se font aussi engager dans l'industrie minière. C'est ainsi qu'est née la variété qu'on appelle, comment c'est, le nom m'échappe maintenant, bon, ça reviendra plus tard. Donc, cela aussi signifie qu'ils abandonnent le français. Les Blancs se mélangent avec les Afrikaners ou avec les Britanniques et ils apprennent soit l'africain, soit l'anglais, tandis que les Mauriciens non blancs sont en contact avec les Africains et c'est à travers eux que se développe le pidgin qu'on appelle fanagalo, c'est le nom que j'ai cherché tout à l'heure. Ils apprennent le fanagalo et le créole français disparaît, le français disparaît. Et au XXe siècle, après les indépendances, il y a des migrations au sein de l'Afrique. Et ça, je reprends ça des études de Cécile Vigoureau. Il y a des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui viennent de l'Afrique centrale, et il y a des gens qui viennent de l'Afrique de l'Est, surtout dans ce cas, Burundi et le Rwanda et le Burundi sont mis à l'Est, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde se retrouve là. Et l'OIF identifie ces gens comme les passeurs du français. C'est très curieux. C'est comme si c'était illégal. C'est comme si on doit reconnaître des frontières exactes des langues. Et ce sont des gens qui souvent, ils vont comme des réfugiés économiques. Et ils ne sont pas nécessairement francisants, mais ils se présentent comme des francophones. Et ils n'ont pas de pouvoir économique. Et ils maintiennent, quand ils sont entre eux, ils parlent surtout lingala ou swahili dans le cas des Congolais. Et les Sénégalais parlent beaucoup wolof entre eux. Okay. Ils apprennent un peu d'anglais, mais on peut vraiment dire que le fait que certains d'entre eux parlent français couramment n'a aucun effet sur la population sud-africaine, parce que la population sud-africaine ne s'intéresse pas beaucoup à ces gens qui sont des réfugiés économiques, qui n'ont pas de pouvoir économique, pas de pouvoir financier, on ne s'intéresse pas à leur langue. S'il y a des gens qui développent des relations avec ces Africains, ils s'intéressent beaucoup aux langues africaines que ces Africains parlent et pas tellement au français. Okay. Donc, les gens se déplacent, ils se déplacent avec leur langue, mais la façon dont ils s'insèrent dans la population haute a beaucoup d'influence sur le sort des langues qu'ils amènent. Les langues peuvent être maintenues, mais dans des enclaves toutes petites, avec peu d'importance, où les langues disparaissent. Okay. En comprenant tout ceci, on pourra mieux comprendre l'évolution différentielle du français pendant sa diffusion au monde. Alors, nous allons faire un recul maintenant aux colonies de peuplement et nous allons commencer par ce qui est devenu les États-Unis et la vente de la Louisiane coloniale aux Américains, pas aux Anglais. Okay. Parce que les États-Unis étaient déjà indépendants au début du XIXe siècle. Mais ce qui est arrivé, c'est que la France a perdu une grande partie de leur colonie notionnelle qui est appelée la Louisiane, qui est un grand territoire entre le Mississippi et les montagnes rocheuses. Et ce que cela fait, ça efface l'opposition que le Français pouvait exercer à l'expansion
de l'anglais vers l'ouest, et cela a permis aux Américains de constituer les États-Unis que nous connaissons aujourd'hui, dont tout un grand territoire avec des centaines de millions de locuteurs de l'anglais, alors qu'il reste alors de la colonie française au Canada, surtout le Québec, parce que l'Acadie, elle aussi, est perdue, parce que l'État de Maine aujourd'hui est aussi perdu en faveur des anglophones. Et on peut dire que le français a reculé dès le début, a manqué les occasions qui auraient fait de lui une langue aussi importante que l'anglais au monde. Ça, c'était vraiment ce qu'on pourrait dire une catastrophe pour la colonisation française. Okay. Et puis, on a affaire maintenant à l'ambivalence que nous avons développée à l'endroit de parler créole. Est-ce que ce sont de nouvelles variétés du français? Quand l'OIF compte le nombre de locuteurs du français, on inclut les créoles. Mais pour d'autres raisons, surtout les linguistes, nous sommes capables de stipuler que les créoles ne sont pas de nouvelles variétés du français, ce sont des nouvelles langues indépendantes et différentes. D'une certaine perspective évolutive, on a droit de dire que ce sont de nouvelles variétés de langues indo-européennes, à moins qu'on associe les langues avec les races humaines. Parce que, comme je l'ai montré la semaine dernière, le français s'est développé de la même manière que les créoles se sont développés. Mais on ne doit pas les appeler le français créole, ce n'est pas nécessaire, parce que si on le fait, à la fin, toute langue moderne du monde devrait être appelée créole, donc créole deviendrait synonyme à langue, et ça ne vaut pas la peine de caractériser le français ou l'anglais spécifiquement comme des langues créoles. Il suffit seulement de dire que les créoles nous apprennent comment les langues évoluent et comment les langues développent des identités nouvelles. Okay. Et donc, si on dit que les créoles ne sont pas des variétés du français, donc il y a aussi un certain recul pour le français. Mais si on dit que les créoles sont des nouvelles variétés du français, donc dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de recul. Mais ce sont des choses que nous devons nous rappeler quand nous parlons de l'évolution du français. Et je dois aussi souligner que comme les nouvelles variétés populaires qui se sont développées dans les colonies de peuplement, qui sont parlées surtout par les descendants des Européens, les créoles sont eux aussi des vernaculaires. Et ce sont des vernaculaires qui se sont développés dans les contextes d'immersion. Mais là, on doit se rappeler à quelle variété du français les Africains étaient-ils exposés dans les plantations. Et là, on voit que c'est soit des français populaires, soit d'autres vernaculaires européens qu'on appelle patois. Et il y a beaucoup d'engagés européens qui apprenaient le français ou la langue coloniale à côté des esclaves. Et pour bien expliquer les structures des créoles, on ne devrait pas comparer les créoles aux variétés standards des langues européennes, on devrait les comparer à des variétés populaires des langues européennes, ça c'est une chose. Et ce n'est pas seulement les Africains qui ont introduit des éléments nouveaux dans la structure du français pour le changer, il y a aussi des Européens eux-mêmes qui ont introduit des éléments nouveaux. Ça, on voit la meilleure preuve au Suriname, où les Anglais ont d'abord colonisé le Suriname, et puis ils ont échangé la colonie du Suriname avec la colonie de New York, et ils ont pris New York des Hollandais. Les Hollandais sont restés à New York, mais ils ont perdu
le néerlandais, tandis qu'au Suriname, les Hollandais, il y a des Anglais qui sont restés, mais pas beaucoup. Mais on a hérité des esclaves qui apprenaient l'anglais déjà. Et les Hollandais ont appris l'anglais au Suriname. Ils ont introduit des éléments du néerlandais dans le créole du Suriname, surtout le Sranan. Et donc, il ne faut pas y aller trop vite et culpabiliser les Africains et dire notre langue n'est plus la même à cause des Africains parce qu'ils seraient inférieurs mentalement et anatomiquement. Il y a des mécanismes dynamiques et toutes nouvelles qui se reproduisent dans les colonies qui rendent compte de cette évolution différentielle du français. Et nous revenons à l'Afrique. Donc, en Afrique, le français, d'abord, les agents des colonies, ils n'étaient pas tellement nombreux par rapport aux populations autochtones. Ça, c'est un facteur. Les colons français et belges n'étaient pas très intéressés à partager leur langue avec tout le monde parce que ce qui les intéressait dans une colonie d'exploitation, le mot exploitation vous raconte l'histoire, c'est exploiter la colonie au profit du développement industriel en Europe. C'était le temps de la révolution industrielle, c'est ce qui s'est passé. Et les Européens étaient plus intéressés à avoir des auxiliaires qui étaient compétents. Alors, on remet ces auxiliaires à la place des métis du Sénégal au XVIIe siècle. Et quand on suit bien l'histoire du français en Afrique, les gens qui ont appris le français pendant la période coloniale se plaignent que les plus jeunes ne parlaient pas bien le français. Donc, comme le français se répand à partir des gens qui ont appris le français directement à partir des Européens aux gens qui apprennent le français d'autres locuteurs du français langue seconde, le français continue à diverger. Okay. Ça, c'est un des facteurs. Et puis, je vous ai parlé de l'élément scolaire, la variété même à laquelle les Africains ont été exposés. Pourquoi les Africains pourraient écrire différemment des Français, des locuteurs français d'héritage, et tout ça, et locutrices français d'héritage. Ce sont autant de facteurs dont il faut tenir compte. Okay. Mais le français existe en Afrique en distribution complémentaire avec les langues autochtones. Pourquoi? Parce que le français a été introduit comme les autres langues coloniales pour des fonctions spéciales. Les fonctions qui avaient trait à la colonisation elle-même. On parle de la mission civilisatrice, mais ça, c'est le grand mensonge. C'est la mission d'exploitation et on a tout intérêt à exclure les gens qui ne devraient pas profiter des bénéfices, des profits de la colonisation qui était dirigée surtout vers l'Europe plutôt que vers l'Afrique. Et donc, le français reste différent. Et puis, il faudra tenir compte de plusieurs autres éléments. C'est que l'élite africaine a des membres de famille qui ne font pas partie de l'élite, mais les relations familiales ne sont pas interrompues. L'élite africaine doit rester bilingue. Il y a des systèmes de vacances où les enfants en ville vont passer les vacances chez les parents ou les grands-parents en milieu rural. Et donc, le français n'est pas dans une position où il pourrait déplacer l'importance des langues africaines en Afrique. Okay. Alors maintenant, on nous fait croire que l'anglais on nous fait croire que le français serait en danger dans les colonies francophones d'Afrique. Est-ce que l'histoire est vraiment vraie ou c'est seulement une inquiétude? Parce qu'on devrait, si on veut maintenir le français en Afrique, on devrait l'investir d'une façon différente de la façon dont on le fait maintenant. OK.
Alors ici, c'est encore intéressant de souligner que le français a été introduit en Afrique comme lingua franca et pas comme vernaculaire, dans la plupart des cas, sauf un peu en Algérie, où le français a été introduit comme un vernaculaire pour certains Algériens et pas pour tout le monde, et surtout les pieds noirs qui étaient là. Et contrairement au reste de l'Afrique, où le français est une langue lingua franca, mais on constate aussi que les Français eux-mêmes apprennent l'anglais. Est-ce que les Français, en apprenant l'anglais ici en France, mettent le français en danger? Si on y réfléchit, il n'y a pas raison de craindre que l'anglais mette le français en danger parce que l'anglais est appris comme langue vernaculaire, comme langue lingua franca, alors que le français reste le vernaculaire dominant. Et quand il y a des compagnies américaines ou britanniques qui sont en France, c'est vraiment l'échelon supérieur où on entend l'anglais, mais sinon l'industrie telle qu'elle est implantée en France fonctionne en français. Et ça, c'est très important aussi. Ça nous rappelle la situation du français en Afrique, où il est réservé surtout pour le col blanc et devient un index de statut social pour l'élite. Autrement, les pays africains continuent à fonctionner en langue vernaculaire et autochtone. Et donc, un Africain peut apprendre l'anglais en Afrique, mais sans vouloir abandonner l'importance du français. Dans le contexte du multilinguisme social en Afrique, on trouve des avantages à connaître plusieurs langues plutôt qu'à se confiner à une seule langue. Et ce sont des dynamiques différentes. Okay. Et les Africains apprennent l'anglais pour les mêmes raisons que les Français eux-mêmes apprennent l'anglais, parce qu'ils veulent avoir accès à la culture anglo-américaine, à la technologie anglo-américaine et à la science anglo-américaine. C'est pour ces raisons-là que les Africains eux aussi s'intéressent à l'anglais. Donc dire aux Africains n'apprenez pas l'anglais parce que vous avez déjà le français, c'est une forme de colonisation. Okay. Et de quelle manière est-ce que les francophones mettraient le français en danger? Je ne vois pas comment, parce qu'ils maintiennent le français surtout comme langue officielle de leur pays ou co-officielle de leur pays. Et ce qu'on voit aussi, alors que les francophones africains apprennent l'anglais, il y a des anglophones africains qui apprennent le français. Donc il y a échange. Nigeria, c'est une nation très populeuse. Et s'il y a peut-être 10 francophones qui apprennent l'anglais, il y a peut-être une vingtaine d'anglophones qui apprennent le français. Donc on peut balancer les choses. Okay. Donc, ce qu'on voit, c'est que le français vernaculaire, il n'est pas en danger. S'il y a une version du français qui est en danger, c'est une français impérial. C'est le français impérial. La langue française, dans sa capacité de langue de conquête, de langue qui doit s'imposer dans le reste du monde, c'est ce français-là qui est en danger. Okay. Et ce n'est pas parce que les Africains l'apprennent, mais parce qu'il y a des raisons économiques, industrielles, qui favorisent l'anglais au français. Okay. Donc, les langues impériales se rencontrent à l'échelon mondial, en compétition dans le marché mondial. Et au début du XXe siècle, on voit que les États-Unis émergent comme une superpuissance économique et militaire face à une Europe qui est fragilisée par la guerre mondiale. Les Américains s'imposent par leur technologie, leur progrès scientifique et leur puissance militaire, au point où ici en France, les gens qui travaillent pour le CNRS sont exhortés à publier en anglais, parce qu'on veut que les Français, que les chercheurs étrangers puissent lire les découvertes des Français
Et il y a de moins en moins de gens peut-être qui apprennent le français, mais qui préfèrent apprendre l'anglais. Voilà les dynamiques qui défavorisent une certaine langue. L'Institut universitaire de France, quand on soumet des projets de recherche, je sais ça parce que j'ai été dans un de ces comités, on impose aux Français d'écrire leurs projets de recherche aussi en anglais, plus que seulement en français. C'est une forme de colonisation de la part du monde anglo-saxon, mais il me semble que les Français se rendent compte que s'ils ne font pas ça, ils n'auront pas les évaluations qu'ils devraient avoir sur les projets de recherche, des choses comme ça. Et le problème là, il est vraiment en dehors de l'Afrique. Le problème, il se trouve en France lui-même, donc on doit cesser de penser à l'Afrique en disant les Français apprennent de plus en plus l'anglais, donc le français est en danger. On devrait penser aux dynamiques mondiaux, les dynamiques mondiales plutôt, les dynamiques mondiales qui font que les Français ont plus besoin de l'anglais maintenant qu'auparavant. Je suis venu en France pour la première fois, je pense que c'était en 1986. Il y avait peu de gens qui parlaient français. Et depuis les années 1990, j'ai trouvé déjà de plus en plus de gens qui parlaient français. Et maintenant, si on détecte quelque chose qui n'est pas tellement africain dans mon français, mais peut-être plus proche de l'anglophonie, les gens préfèrent me parler en anglais qu'en français. Donc, il y a un changement qui se passe dans la culture française elle-même, mais le changement, c'est dans la direction où les Français deviennent de plus en plus plurilingues, mais plutôt que dans le sens où on évoluerait vers une culture unique et vers un monolinguisme européen en faveur de l'anglais. Celui-là, c'est très loin. S'il arrivera, en tout cas, pas demain. C'est ça qu'on doit se rappeler. Et puis, les Américains deviennent de plus en plus les plus grands acheteurs dans l'économie mondiale. Et voilà, nous sommes tous emprisonnés par les États-Unis. Quand vous regardez la carte, il y a tellement un réseau très intense entre l'Europe et les États-Unis. Mais si on se rappelle que les États-Unis, c'est un pays et que l'Europe, c'est plusieurs pays, on peut se rendre compte de la domination américaine. La même chose pour l'Asie, un peu aussi pour l'Afrique. Si l'économie américaine tombait, l'économie mondiale s'écroulerait. Et la Chine est consciente de ça. Et la Chine traite les États-Unis avec beaucoup de caution pour que l'économie américaine ne dégringole pas, parce que si cela arrivait, ce serait la chute aussi de l'économie chinoise. Et les Européens, ils ne peuvent pas vraiment devenir tellement indépendants, parce que si l'économie américaine chute, l'économie européenne va aussi chuter, etc. C'est une situation qui favorise l'anglais, parce que la langue de l'acheteur, en termes économiques, c'est la langue de l'acheteur qui s'impose. Si vous ne le croyez pas et que vous vivez aux États-Unis, quand les Américains veulent investir en Chine, ils apprennent le chinois. Quand les Français veulent investir en Chine, ils apprennent le chinois aussi. Mais la situation est telle que pour chaque Américain qui apprend le chinois, il y a peut-être une centaine de Chinois qui apprennent l'anglais. Donc, même les pays non anglophones sont en train de favoriser l'anglais. Et quand on tient compte du fait que l'Inde compte comme un pays anglophone, bien que ce soit seulement 30 à 40% de la population indienne qui parle anglais, mais on compte l'Inde comme un pays anglophone. Et donc, les gens qui font le commerce avec l'Inde apprennent l'anglais aussi.
Puis il faut ajouter l'Australie, il faut maintenir le Royaume-Uni. Tout marche en faveur de l'anglais. Alors, je vois que j'ai dépassé mon temps, j'avais beaucoup plus de choses à vous dire. Je ne sais pas si c'est mieux que je m'arrête et vous pouvez me poser quelques questions. Aussi, je dois continuer. Il n'y a personne qui me donne du feedback à partir de là. Peut-être que je devrais entretenir des questions que vous auriez pour moi et je peux m'arrêter en ce moment, tout en vous remerciant pour votre gentillesse d'être venu.